C'est l'urbanisation, j'en ai parlé. Le Maroc est en train de s'urbaniser à un rythme extrêmement rapide. Nous sommes maintenant à près de 60% de la population urbaine. 60% de la population urbaine, alors qu'au début du XXe siècle, on était à peine à 5 à 8% de la population qui habitait les villes. Donc, une tendance irréversible à l'urbanisation, l'émergence des villes moyennes et de nouveaux centres, la création de villes nouvelles et de nouveaux pôles urbains, la mise en chantier de grands projets structurants, etc. etc. Alors, c'est que le Maroc a choisi de s'insérer dans la mondialisation. Tout à l'heure, l'exposé que nous avons écouté ce matin sur la mondialisation m'a donné beaucoup à réfléchir en fait. Et il faut dire que le Maroc fait partie de ces pays qui, depuis longtemps, ont choisi de profiter, en quelque sorte, de la mondialisation en nouant des relations, par exemple, très étroites avec l'ex-marché commun, qui est devenu, bien sûr, CEE, puis par la suite Union européenne, le Maroc également, ce qui fait que le Maroc est le premier pays à bénéficier d'un statut avancé avec l'Union européenne. Il a signé un certain nombre d'accords de libre-échange avec les États-Unis, bien sûr avec l'Union européenne, mais aussi avec d'autres pays, la Turquie, avec d'autres pays du bassin méditerranéen. Il est en train de négocier un statut de libre-échange, un accord de libre-échange avec le Canada. Alors, toute cette ouverture sur le marché mondial lui impose en quelque sorte d'être compétitif. Il faut se mettre à niveau, il faut être compétitif de manière à ce que son économie puisse justement attirer les investissements étrangers. Alors, les réformes structurelles du système productif, les réformes structurelles du système de gouvernement. Je dirais juste un petit mot. Dernièrement, on a voté au Maroc pour une nouvelle constitution qui constitue effectivement un pas vers une véritable démocratie, un véritable régime parlementaire. Un certain nombre de droits ont été reconnus, le territoire est reconnu, et on a reconnu le droit, la question du développement durable, par exemple, la protection de l'environnement, a été constitutionnalisée, puisqu'il existe un article qui dit clairement que tout citoyen a le droit à un environnement sain. Pour la première fois, donc, on reconnaît ce droit. Alors, autre chose, l'émergence et la reconnaissance de la société civile comme interlocuteur des pouvoirs publics et des instances nationales et internationales. Alors, comme je le disais tout à l'heure, ces choix, bien sûr, imposent au Maroc à ce qu'il soit attractif et compétitif pour pouvoir. Nous appartenons à une région concurrentielle, nous appartenons au bassin méditerranéen. Il y a beaucoup de pays qui offrent pratiquement les mêmes conditions que nous, bien sûr les pays du Maghreb, les pays du sud de la Méditerranée, mais aussi l'Espagne, l'Italie, la Grèce, etc. Et par conséquent, le Maroc a intérêt à rendre performante son économie, à rendre plus attractif et compétitif son territoire par l'équipement, bien sûr, et par le développement, pour pouvoir capter ne serait-ce qu'une partie des flux financiers qui traversent la région. Alors, compétitivité et attractivité qui ne peuvent être atteintes que par la mise en œuvre d'une politique stratégique concertée et partagée d'aménagement et de développement territorial. Alors, qu'est-ce que c'est que l'aménagement du territoire au Maroc? Moi, je citerai juste une citation du roi du Maroc, dans le discours qu'il a prononcé à l'ouverture des travaux du Conseil supérieur d'aménagement du territoire. Et c'est une définition qui synthétise en quelque sorte la conception marocaine de l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, c'est un sujet vital, pensons-nous, pour réaliser le développement global, intégré et équilibré de notre pays, tout en garantissant l'égalité des chances entre les différentes régions du royaume, dans le cadre d'une gouvernance territoriale efficiente et créatrice, alliant les atouts des espaces locaux dans leur richesse et leur diversité aux exigences du devoir de solidarité nationale entre les différentes catégories sociales et unités territoriales. Alors,
pour synthétiser, l'aménagement, le SNAT, le schéma national d'aménagement du territoire, définit l'aménagement du territoire comme une approche fondée sur 4 principes. L'aménagement du territoire est par définition elle est globale et transversale. Il n'est plus question de faire du sectoriel, il n'est plus question de faire du vertical. Donc l'aménagement du territoire est stratégique et prospective. C'est une politique de longue haleine, de long terme, qui vise à atteindre des objectifs précis. C'est une politique volontariste, bien sûr, qui nécessite l'engagement et l'implication de tous les acteurs. C'est une politique sélective, parce que nous, en tant que pays du Sud, nous n'avons pas les moyens de réaliser, de concrétiser tout ce dont nous avons besoin. Et par conséquent, nous devons être sélectifs. Nous devons choisir, nous devons établir des priorités. D'accord. Alors, les principes de base de l'aménagement du territoire, équité sociale, durabilité des ressources, efficacité économique. Les fondements philosophiques de l'aménagement du territoire au Maroc, c'est bien sûr la reconnaissance de la prééminence. Alors qu'auparavant, la ville était perçue, même par les pouvoirs publics, comme étant une source, comme étant un lieu de développement de la pauvreté et même une source de contestation du pouvoir, etc. Parce que toutes les émeutes se déclenchent tout d'abord dans les villes. Petit à petit, on va reconnaître, parce que dans les années 60, dans les années 70, l'État avait donné beaucoup plus d'importance à l'espace rural au détriment de la ville. Et puis maintenant, c'est tout à fait l'inverse. On est en train de reconnaître la prééminence de la ville et que l'avenir du Maroc, le développement du Maroc se jouera, qu'on le veuille ou non, dans la ville. Une nouvelle vision intégrée du développement basée sur la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. La lutte contre la pauvreté et l'exclusion a été hissée au rang de priorité stratégique de l'État, parce que là aussi nous avons inversé la démarche. Depuis l'indépendance, on pensait qu'en réalisant des taux de croissance économique, des taux de croissance élevés du PIB, on allait éradiquer la pauvreté, en pensant que plus on produisait de la richesse, cette richesse allait se répartir automatiquement sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble des populations, et par conséquent, la pauvreté, c'est la conception libérale du développement, la pauvreté allait disparaître. Aujourd'hui, donc, nous avons inversé la chose en disant que peut-être, pour pouvoir faire du développement économique, pour pouvoir réaliser des taux de croissance économique élevés, il faut tout d'abord lutter contre la pauvreté. Il faut tout d'abord éradiquer la pauvreté et l'exclusion. La contractualisation comme cadre d'intégration des politiques sectorielles et le concept, bien sûr, de développement durable qui fait l'objet aujourd'hui d'une charte nationale. Alors donc, comme je le disais, on est passé d'une conception physique de l'aménagement du territoire vers une conception mariant le développement durable, la bonne gouvernance des territoires et la recherche d'une certaine équité sociale. Tout ceci, bien sûr, reste dans une large mesure dans le discours sur les papiers. Bien sûr, il y a des programmes qui accompagnent ce discours, mais il est encore très tôt pour faire le bilan de cette politique. Le passage au développement territorial, c'est la traduction. Alors, le développement territorial repose sur un nouveau concept, celui de projet de territoire. M. Joyal, il l'a défini tout à l'heure. Je ne vais pas... Alors, sauf que, moi c'est mon point de vue, bien sûr, le territoire n'a pas forcément la même signification partout dans le monde. Dans chaque contexte, la notion du territoire prend une signification différente. La notion du territoire n'est pas la même chez les peuples nomades comme chez les peuples sédentaires. La notion du territoire n'est pas la même chez les habitants des grandes plaines verdoyantes comme chez ceux qui habitent le désert, par exemple. La notion de territoire n'est pas la même au Canada, au Maroc, au Burkina Faso, en Asie, etc. Et donc, dans la notion de territoire, bien sûr, il y a la vocation du territoire lui-même, mais il y a aussi la question de l'identité. Le territoire est, moi je le définis pour moi personnellement, comme un ensemble de sentiments. Un territoire, c'est tout d'abord un sentiment d'appartenance à une collectivité,
un sentiment d'appartenance à un territoire, à un espace. Et donc, le fait d'appartenir à une communauté, ça veut dire que nous partageons avec cette communauté un certain nombre de vécus, un certain nombre de savoir-faire, un certain nombre aussi de valeurs, etc. Alors, conclusion, le développement territorial et la territorialisation de l'action publique constituent aujourd'hui un véritable défi pour le Maroc, car cela impose une révision complète de la façon de faire, une recherche permanente de cohérence et une adaptation des supports techniques et partant exige davantage de partage de responsabilités entre acteurs, de synergie et d'intégration des politiques. Ceci dit, le chemin demeure lent. Donc c'est un processus en fait qui nécessite beaucoup d'engagement, qui nécessite également beaucoup de moyens et de temps pour pouvoir l'atteindre. Je vous remercie.